Bienvenue au Clever Talk. Alors aujourd'hui nous avons une discussion passionnante avec Cornelia. On parle de futur de travail, on parle aussi de ce que les femmes peuvent apporter, comment elles doivent rentrer dans le tournant numérique, comment on peut leur donner cet élan. On revisite le management et le leadership d'aujourd'hui. C'est une discussion enrichissante et rejoignez-nous très vite. Merci. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Cornelia. Bonjour Jennifer. C'est un plaisir de te recevoir sur le Clever Talk aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter? Alors je sais que tu as de multiples casquettes. Quelle est la casquette que tu souhaiterais présenter aujourd'hui? Peut-être quand même présenter toutes parce qu'elles font un tout. Donc je suis Cornelia, mon nom de famille c'est Findeisen. Donc je suis d'origine allemande et je suis en France depuis bientôt 30 ans je crois. Donc j'ai mon job principal qui est aujourd'hui une sorte d'RH groupe du numérique de l'État. Donc je suis chef du département RH de la filière numérique de l'État. Donc c'est un poste qui est rattaché à la directrice interministérielle du numérique. Et donc on est aussi rattaché au service du Premier ministre. Et donc je suis là depuis bientôt 2 ans pour structurer une véritable politique RH au service du secteur du numérique public parce qu'on a de plus en plus besoin des meilleures compétences pour construire des politiques publiques du numérique qui soient à la fois efficaces, efficientes, performantes et nous permettent d'être plus souverains à l'avenir en matière de numérique parce que le numérique c'est l'avenir et c'est aussi l'avenir un peu qui attend aujourd'hui tout le monde, y compris dans le travail. Oui, mais alors c'est très juste. Il y a beaucoup de sujets qu'on a envie de balayer ensemble. Et moi, en fait, j'ai été frappée par déjà ta plume. Et tu avais écrit un super post sur LinkedIn qui était celui de mettre en avant la charge mentale des femmes aujourd'hui, qui est encore présente du coup dans le milieu du travail. Ça m'avait beaucoup frappée à quel point tu avais conscience et tu l'articulais très bien pour donner à voir qu'il existe en fait une charge à la fois intra, c'est-à-dire ce que les femmes peuvent ou ne pas faire, qu'elles se disent qu'elles peuvent faire ou ne pas faire, mais aussi une charge extra et que la charge mentale peut avoir une implication sur la manière de penser sa carrière et d'évoluer. Est-ce que ces enjeux femmes-carrière, tu les as beaucoup travaillés et si oui, avec quelle association ou quels travaux? Justement, ça c'est une des autres casquettes que je porte. Je m'intéresse effectivement beaucoup au nouveau travail, au new work, aux nouvelles façons aussi de se positionner dans le leadership et dans le management. Et c'est à ce titre que je donne d'ailleurs des conférences. J'ai écrit un livre aussi là-dessus. Et ces dernières années, je suis de plus en plus venue sur la question effectivement des femmes dans le numérique parce que les femmes sont dramatiquement sous-représentées dans le numérique. Donc c'est quelque chose que je porte aussi dans le cadre de mon job, dans le numérique public, mais je le porte aussi de façon bénévole, puisque je suis dans l'équipe de cofondatrices et de cofondateurs, parce qu'on a des hommes qui s'intéressent beaucoup et qui contribuent beaucoup aussi à faire avancer cette cause-là. Donc on a créé une association qui s'appelle Elle Impact, et cette association, elle est là pour à la fois booster et aider les femmes entrepreneurs, donc les femmes qui sont dans les startups, mais aussi pour sensibiliser les jeunes filles aux carrières de la tech et des sciences, parce qu'on a vu que les filles se désintéressent de plus en plus des maths, des sciences, de l'entrepreneuriat. Et quand on regarde les chiffres, c'est quand même extrêmement préoccupant. Mais moi, j'aime bien dire, quand on est devant une grosse problématique, la pire des choses, ce serait de se dire, je mets la tête dans le sable et j'accepte ça comme une fatalité. Donc, bougeons-nous. Et ce qu'on essaye vraiment de faire de façon très concrète avec cette association et ce que j'essaye de faire aussi avec mon travail. Il faut dire en plus, encore une autre casquette, que je suis maman aussi de 3 filles et que maintenant, après plus de 20 ans de carrière, j'ai pu prendre un peu de recul aussi sur ce que j'ai pu vivre en tant que notamment femme leader aussi, puisque j'étais surtout depuis plus de 15 ans maintenant sur des postes qu'on appelle quand même de l'encadrement supérieur dans l'État, des postes de dirigeants publics. Mais je travaille aussi dans le cadre de mes autres activités avec des dirigeants du secteur privé. Et donc, j'ai de plus en plus de recul sur qu'est-ce que ça veut dire pour les femmes de faire carrière, de prendre leur place et de contribuer à façonner le monde de demain dans lequel je pense que ça va mal se passer si on ne se réveille pas collectivement, femmes et hommes aujourd'hui.
Ah, exactement, tu l'as très bien dit et c'est super d'avoir des hommes qui sont engagés dans ce mouvement parce qu'on a besoin finalement de travailler ensemble sur ces questions et d'évoluer ensemble. Quels sont toi les plus grands freins, les principaux freins que tu as pu identifier par rapport aux femmes et à leur carrière? Je pense qu'elles sont d'abord culturelles, parce que moi y compris, j'ai pensé pendant longtemps qu'on n'avait pas de sujet en France là-dessus, puisque au niveau aujourd'hui réglementaire, au niveau de la loi, il y a l'égalité, il y a même des quotas, il y a de la discrimination positive, et pourtant, quand on regarde les chiffres de près, et je l'ai fait relativement tardivement, quand on les regarde de près, on s'est dit, mais il y a quand même quelque chose qui cloche. Pourquoi les femmes sont toujours aussi absentes dans les postes à responsabilité? Pourquoi elles sont de plus en plus absentes de tout ce qui est nouveaux métiers, donc les métiers de l'avenir qui vont structurer notre avenir et qui aussi aujourd'hui gagnent le mieux. Donc le gap salarial va encore s'accroître dans les prochaines années et si on n'y prend pas garde, cette courbe, elle sera très très difficile à rattraper. Donc je pense qu'on a avant tout un très gros problème culturel qui commence dès la petite enfance. Je suis tombée des nues il y a 1 an et demi en tombant sur cette enquête qui est faite tous les ans et qui passe un peu en silence, qui montre que les petites filles touchent moins d'argent de poche que les petits garçons. Et qui donne l'argent de poche, c'est les mamans. Il y a quand même quelque chose qui est très très inquiétant. Ça commence avec l'argent de poche, avec le fait qu'on pense que les garçons méritent ou ont besoin de plus d'argent, avec le fait peut-être que les filles ne réclament pas assez d'argent. Moi, je ne peux pas les dire parce que moi, je n'ai que des filles et j'essaye de ne pas trop leur en donner, mais pas parce que ce n'est pas des filles, parce que je veux leur apprendre la valeur du travail. Mais il y a quand même là quelque chose qui se joue dans les billets. On sait aujourd'hui que même la notation, ça c'est des études que le montrent, ou la façon dont on encourage les jeunes filles et les jeunes garçons n'est pas tout à fait les mêmes, y compris pour embrasser notamment des carrières scientifiques. On sait aussi après, dans le monde adulte, que les biais continuent à perdurer et on y participe aussi en tant que femme. On sait aujourd'hui que dans les réunions, 75% des prises de parole sont des hommes. Et ça veut dire aussi que les femmes ne l'apprennent pas assez ou se laissent trop souvent couper. Il y a une autre étude qui dit que dans une réunion mixte, toujours, 96% des interruptions de parole sont des interruptions faites par des hommes à l'égard d'une femme. Donc c'est quand même des chiffres qui en disent large sur ce qu'on accepte aussi, nous les femmes, ce que les hommes font parce que c'est culturellement acquis. Et donc contre tous ces biais, il faut qu'on lutte, il faut qu'on apprenne, nous les femmes, à prendre davantage la parole. Je l'ai appris finalement, j'ai jamais eu de problème de prendre la parole, mais j'ai investi la prise de parole de façon plus consciente depuis certaines années seulement, quelques années seulement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans des conférences, je prends la parole sur LinkedIn, parce que je pense qu'on ne nous entend pas assez, y compris dans les médias. J'y réponds volontiers à des invitations pour des podcasts, pour des émissions télé, parce que je pense que là aussi, plus on montre où on est, dans quel métier on est, plus on fait passer nos messages, plus on façonne aussi cette nouvelle société qu'on voudrait quand même à l'image de nos valeurs aussi. Et puis la dernière chose, c'est peut-être aussi, on se limite encore trop souvent aussi dans la vie du couple, malgré le fait qu'on a aujourd'hui la chance d'avoir de plus en plus des conjoints qui veulent être exemplaires, qui veulent vraiment y travailler avec nous et pas juste aider, mais contribuer à tout. Moi, je me suis rendu compte que quand on a commencé dans la carrière avec mon homme et quand on travaillait tous les deux pareil, j'avais un sentiment de culpabilité le soir quand c'est lui qui passait l'aspirateur et pas moi. C'est très très étrange. Aujourd'hui, je l'ai plus du tout. Et aujourd'hui, il le place plus que moi parce qu'on a fait des choix très différents. Il a à un moment donné décidé de consacrer non, plutôt de sacrifier sa carrière pour la mienne, parce que c'était plus raisonnable dans le contexte familial dans lequel on était. Et donc, mais j'ai dû là aussi apprendre à lâcher prise et à accepter que ce soit lui qui s'occupe pratiquement entièrement du ménage, totalement de la cuisine, ça le faisait depuis toujours, mais donc aussi des courses et du linge, chose qu'il touchait
pas énormément avant. Avant, il y contribuait, mais c'était pas de façon aussi proactive. Et donc là, de laisser faire aussi l'autre sans culpabiliser, d'accepter quand on rentre tard. Et surtout quand l'autre n'a pas forcément eu la même journée, d'accepter aussi que oui, qu'on peut juste se reposer sur l'autre. C'est plus difficile pour les femmes, mais je le vois encore largement autour de moi. Ouais. Oui, oui, c'est très juste tout ce que tu évoques. Il y avait beaucoup, je pense, de sujets, de matières à discuter. Alors déjà, le premier décrochage des jeunes filles qui arrêtent les sciences parce qu'elles ne sont pas encouragées de la même manière, ou on voit que le décrochage se fait plutôt aux alentours de 13 ans. Moi aussi, je travaille, du coup, je suis mentor pour ton association Elle Estime, et je trouve que c'est un travail formidable du coup, de parler des technologies, des carrières numériques pour donner envie. Mais on voit que ce décrochage, il arrive finalement très très tôt. Comment tu l'expliquerais, soit ce décrochage à 13 ans déjà des matières plutôt scientifiques? Alors, il y a encore une fois, les filles, on le sait aujourd'hui, elles sont plus orientées quand elles sont plus douées pour les langues, semble-t-il, mais elles sont pas pour cela moins douées pour les maths. D'accord. Mais quand on voit qu'elles sont douées pour les langues, on leur dit, bah, toi, tu devrais faire des études plutôt littéraires, puisque tu es tellement forte pour les maths. Et puis, on a regardé aussi, mais ça, c'est plutôt des études un peu empiriques, hein. Il faudrait confirmer ça. Mais on a comparé, y compris avec des jeunes étudiantes qui ont accepté de témoigner pour nous. Ils nous ont raconté la comparaison des notes qu'elles ont eues en sciences et en maths dans leur lycée, où on voyait pour la même note, un ou une prof, femme autant que les hommes, pouvait dire pour un garçon, pour un 16 ou un 17 ou un 18, pouvait dire excellent, tu es doué, ou quel talent, voire quel talent, mais surtout excellent. Et pour une fille, pour la même note, on disait plutôt bon travail, continue tes efforts. Là, on ne renvoie pas le même message. On va dire aux filles, ben, si tu travailles très très dur, tu peux peut-être y arriver. Et aux garçons, on va dire, ben, tu vas t'épanouir dans ça, puisque c'est ton talent et puisque c'est naturel pour toi d'être bon là-dedans. Et donc, on va encourager davantage le garçon d'embrasser ce type de carrière que les filles pour lesquelles, par contre, on va dire « Ah, les langues, c'est vraiment ton truc. Hein. » Là, on ne va pas dire « bon travail ». Et donc, elle va se dire bah, « Dans ma vie sera plus fluide et plus agréable et plus épanouissante si j'embrasse le truc pour lequel je serai par nature douée. » D'ailleurs, je ne suis pas sûre que les filles soient vraiment plus douées pour les langues, mais peut-être que dans les langues, ça leur réussit un peu mieux parce qu'elles sont plus souvent dans la communication, elles sont poussées vers la communication aussi. Et j'ai un autre petit truc aussi sur le fait, elles ont un peu moins peur parfois de ne pas réussir tout de suite. Et dans les langues, on ne peut pas parler tout de suite parfaitement. En sciences, soit c'est juste, soit c'est pas juste. Et dans les langues, il faut qu'on commence à communiquer, même quand c'est pas encore totalement parfait. Et elles sont plus prêtes à accepter que c'est pas encore le nec plus ultra, et donc à s'améliorer en continu et par la suite sans briller immédiatement. Et donc, il y a ces billets-là, il y a les billets des rôles modèles. Alors ça, c'est un truc énorme et ça, on l'a vraiment aussi identifié et ça, on essaye de le porter avec l'association Elle Impact. Et c'est pour ça qu'on a mis en place aussi cette initiative avec d'autres associations Elle Estime pour avoir des femmes qui mentorent des jeunes collégiennes. Hein, et aujourd'hui, on est à des milliers, dizaines de milliers de jeunes filles mentorées directement dans leur salle de classe. Donc, c'est une super initiative. Elle estime, mais le but c'est justement de montrer aux filles aussi, mais dans ces métiers, il y a des femmes. Regardez, il y a des femmes pilotes, il y a des femmes entrepreneurs, il y a des femmes dans la tech. Aujourd'hui, déjà pour les garçons, notamment la tech, c'est quelque chose qui n'est pas forcément quelque chose de facile à imaginer à quoi ça pourrait correspondre dans la vraie vie du travail. On a encore très souvent l'image de l'informaticien qui est dans un garage sombre avec des taches de pizza sur son t-shirt et des cheveux gras. Oui. Et donc, ça donne pas envie, ça fait pas sexy. Et d'ailleurs, j'ai pu échanger avec des spécialistes de la com qui disaient si on rend la tech sexy pour les filles, mais on la rend sexy aussi pour les garçons. Oui, on a globalement un grand problème aujourd'hui de vocation dans ces métiers-là, en France et en Europe, mais c'est encore plus criant pour les filles.
Mais donc là, elles ont besoin de rôle modèle, elles ont besoin de voir des femmes qui prennent la parole, qui racontent leur vie de leader, leur vie de dirigeante, leur vie d'entrepreneur et leur vie de start-upper. Et d'ailleurs, on a fait une initiative, toujours avec l'Impact, il y a quelques mois, qui s'appelle Startup for Girls. On a fait toute une journée d'ateliers d'idéatons ou de hackathons, mais sans tech, à l'égard de jeunes filles collégiennes et lycéennes qui ont essayé d'imaginer un projet entrepreneurial à impact et qui ont pu rencontrer aussi une CEO de start-up qu'elles ont d'ailleurs pu visiter cette semaine dans son entreprise pour pouvoir pas seulement imaginer, mais regarder concrètement, réellement, à quoi ça correspond et que ce n'est pas juste des métiers où on est que dans du codage, du développement, mais que ça peut être des métiers extrêmement créatifs, que ça peut être des métiers, et que ce sont presque toujours des métiers extrêmement collaboratifs. Ouais. Et pas du tout solitaire, ce qu'on pense souvent. Et donc là aussi, il faut créer des nouveaux récits et vraiment appuyer les rôles modèles pour les jeunes filles. Oui, tout à fait aligné. Je pense que la question des récits et justement de montrer des nouveaux rôles modèles, ça va être clé. Et moi, je suis aussi maman de 2 petites filles de 6 et 4 ans. Et ce que je vois, c'est ces déclics qui peuvent être déclenchés par des hackathons, par ce mentorat avec d'autres perspectives. Finalement, est-ce qu'il arrive à avoir assez de poids avec ce que la société, la programmation, finalement notre éducation porte tous les jours dans le quotidien? Est-ce que ce sera suffisant pour faire renverser la balance ou est-ce qu'on a besoin davantage d'actions plus individuelles, plus à l'échelle de la famille ou à l'échelle de l'école ou former les parents, je ne sais pas, pour aller plus loin sur ces questions? Parce que quand je vois mes filles, elles sont éduquées aujourd'hui, quand elles regardent des dessins animés pour des petites filles de 4 à 6 ans, c'est beaucoup dans le monde de la féerie. Ouais. C'est beaucoup de couleurs, beaucoup de pastels, beaucoup de licornes. Alors que j'ai un petit cousin qui a le même âge, lui est dans un univers assez réaliste finalement. Pas forcément de super-héros, mais de personnes qui doivent accéder à des compétences pour pouvoir résoudre une problématique. Et c'est pas du tout le même type de dessin animé que j'ai de l'autre côté. Et en fait, je me dis que toute la journée, si on a un peu cette maîtresse qui va moins bien noter ou moins noter le talent, mais noter le travail pour les filles. Si on a ces dessins animés qui nous disent finalement notre monde c'est la féerie, c'est l'alignement, c'est la communication et l'empathie, comment on arrive à se dédier à des carrières plus de mathématiques, plus de numérique, où on a l'impression que c'est plus froid, parce que finalement on a été habitué à être dans ce naturel qu'on nous a un peu, qui est plus de l'acquis que de l'inné. Alors moi, je crois beaucoup quand même au pouvoir du déclic. Ouais. Donc quand je vois justement les jeunes, quand on les voit pour l'estime, on voit qu'il y a des déclics qui se créent. Quand je les ai vus dans cette action de Startup for Girls, c'est la première fois qu'on avait testé ça et ça a été tout simplement magique. Elles ont adoré, c'était pas si compliqué. Je crois que ce type d'action, on peut les faire à plus grande échelle. Ça serait souhaitable effectivement qu'à un moment donné, toutes les jeunes filles, et peut-être même les jeunes garçons puissent le vivre dans le cadre de l'école et qu'on n'ait plus besoin de faire une fois par an une action pour 60 filles. Effectivement, c'est pas suffisant. Mais il faut tester tous ces nouveaux formats. Je crois beaucoup à la capacité aussi, ou à la nécessité surtout, de faire feu de tout bois. Donc, il faut tout faire. Il faut s'engager partout. Dès qu'on a une occasion de porter la bonne parole, il faut la prendre. Il faut essayer de changer les choses aussi dans son cercle familial. Alors, moi, en plus, je suis pas un bon exemple parce que j'ai 3 filles qui commencent à être grandes. Donc, l'aînée, elle va avoir 20 ans. La deuxième, elle a 18 ans. Et j'ai une petite dernière qui a 13 ans et demi. Et bon, l'aînée, elle est plus intéressée par les relations internationales et les sciences politiques que par la tech. La deuxième, elle voudrait faire veto, ce qui n'est pas tout à fait tech, c'est scientifique, ça va. Et la petite dernière, elle est, je ne sais pas encore, mais elle a fait l'atelier Startup for Girls. Et ça, par contre, elle a vraiment adoré. Elle s'attendait à rien. Et je l'ai fait venir avec une copine et j'ai eu vraiment des retours dithyrambiques. Donc je pense, voilà, il faut continuer à peser à la maison. Donc, j'ai pas réussi à dire à mes filles devenez des femmes de la tech, mais c'est pas grave. Hein. Mais j'ai quand même réussi à convaincre
la deuxième a passé son test en ligne pour être admissible, comme on appelle ça, pour l'école 42, l'école des codeurs. Donc elle va normalement là en septembre ou en octobre, puisqu'elle a son bac maintenant, elle va aller à Berlin et faire la piscine, alors qu'elle veut, mais au moins elle va découvrir, parce que son rêve c'est de devenir vétérinaire, mais ça lui coûte rien de quand même consacrer un mois à cette découverte de la piscine de l'école 42, mais ça aurait pu être une autre école. Donc je pense que dans nos familles, dans nos foyers, il faut qu'on continue à être des mentors, à mentorer nos enfants, mais aussi les autres. Je suis de plus en plus sollicitée aussi pour être un peu une coach de parcours pour notamment les jeunes filles, parfois aussi des garçons de mon entourage à qui je donne des conseils. Mais effectivement, je pense que dans notre travail, on a notamment toutes les femmes qui sont en position d'encadrement, on a vraiment un rôle à jouer à la fois pour proposer des dispositifs spécifiques pour les femmes, mais pour encourager nos collaboratrices aussi à oser et à ne pas dire non quand il y a une opportunité qui se présente, parce qu'on a ça aussi encore souvent, et notamment quand les femmes commencent à avoir des enfants en bas âge, toute la charge mentale, même avec des hommes très très impliqués, mais les femmes s'imposent encore trop. Parfois cette charge mentale, et les statistiques disent quand même aussi encore que, ce qui est d'ailleurs un paradoxe, les femmes françaises sont particulièrement insérées dans le monde du travail, mieux par exemple que les Allemandes, et pourtant la répartition des tâches domestiques reste totalement inégalitaire en France, et pire que dans des pays où les femmes ne sont pas autant impliquées dans le fait d'assurer aussi les revenus du couple. Donc faisons feu de tout bois, et vraiment faisons beaucoup de bruit aussi, je pense. Donc il faut de plus en plus qu'on porte la bonne parole, qu'on saisisse toutes les occasions pour parler de ces sujets-là, pour faire une sorte de pédagogie à l'échelle, de bonne pédagogie positive à l'échelle de la société, mais faisons-le aussi joyeusement, parce que je pense que c'est jamais trop tard. Là, il faudra beaucoup de travail, et ça mettra des années pour rattraper le retard qu'on a pris, mais je reste profondément optimiste sur le fait qu'on peut y arriver, et que les enjeux aujourd'hui qui se posent à la société, au pays, aux entreprises, au secteur public, sont tels qu'on ne pourra pas le faire tout seul. On a besoin des femmes. Oui, ce sont des potentiels pas encore exploités de la meilleure manière possible. Et d'ailleurs, quels seraient tes conseils aujourd'hui pour une jeune femme qui a des enfants en bas âge, qui va rentrer dans ce système un peu inégalitaire de charge mentale, qui est quand même une réalité? Comment on peut se positionner pour continuer à progresser dans sa carrière? Quels sont les conseils concrets que toi, tu aurais pour une femme qui a envie ou soit de se relancer dans le salariat? Comment elle pourrait faire de la meilleure manière possible? Je vais paraphraser une amie allemande. Oui. C'est la chef de l'agence de speakers qui fait souvent l'intermédiaire pour des clients que je peux avoir en Allemagne. Elle dit il faut bien choisir son mari. Je ne sais pas s'il faut bien choisir son mari, mais il faut bien choisir le modèle de vie qu'on veut avoir, parce qu'on peut ne pas avoir de mari, on peut avoir en tant que femme une femme, ou on peut choisir d'être... c'est surtout quand on fonde une famille, mais on peut être une famille sans être en couple. Mais je crois qu'il faut dès le départ être assez sélectif dans le choix des personnes avec lesquelles on veut, avec lesquelles on veut construire le projet. Et bon, parfois, il y a un peu de chance qui joue là-dedans aussi, mais je crois qu'il faut avoir des exigences, et très tôt commencer à définir un peu le périmètre des libertés dont on a besoin, et le périmètre aussi de ressourcement dont on a besoin pour tenir toutes ces casquettes, parce qu'on veut quand même rester aussi notre rôle de mère, on veut l'être aussi. La question, c'est pas d'être moins disponible pour nos enfants, mais être disponible pour les bons moments, et avec une bonne qualité pour nous et pour les enfants, et pas juste être, encore une fois, le grand logisticien de la famille au service du ménage et finalement que de la survie, et pas du développement aussi de la famille ou du développement des enfants. Donc ça, je pense qu'il faut très très vite être très clair sur ce qu'on attend de soi et ce qu'on attend aussi de l'autre, si on est avec quelqu'un d'autre. Je pense commencer aussi à demander davantage aux hommes, qu'est-ce que toi tu vas faire pour ma carrière?
Et pas seulement qu'est-ce qu'on va faire pour la vie familiale, mais qu'est-ce que toi tu vas faire pour ma carrière. Après, tout le monde n'a pas forcément toujours envie de faire une grande carrière. Mais ça, il faut vraiment se le poser si, d'une part, c'est quelque chose qu'on souhaiterait et en plus, si c'est quelque chose dans quoi on sait qu'on peut avoir des forces et dans ce cas-là, de plus en plus l'exiger. Je pense qu'il faut qu'on apprenne, je disais tout à l'heure, on prend plus de risques dans les petites expérimentations pour les langues et tout ça, mais on est aussi ceux qui sont moins enclins à prendre des grands risques et mettre les autres aussi en risque. Et là, parfois, je crois qu'on a le droit aussi d'être parfois un peu plus audacieuse, donc dire, ah oui, je peux accepter un job pour lequel je ne coche pas encore toutes les cases parce que je sais que je peux apprendre, et même si c'est un risque que je fais courir aussi à l'employeur, voire aux équipes, parce que je n'ai pas encore la garantie absolue, puisque je ne l'ai pas encore fait. Il faut toujours une première fois. Donc ce risque-là, cette audace-là, il faut aussi l'avoir, et c'est une part presque d'égoïsme là-dessus, parce que ça on le sait aussi dans le recrutement, un homme quand il coche un tiers ou 60% des cases d'une offre d'emploi, il va se dire ben, je vais y aller, c'est bon. Ouais. Le verre il est à moitié plein, et nous les femmes on se limite. Donc là cette audace, osons, soyons encore plus ambitieuses, et non seulement faisons bien les choses, mais faisons le savoir aussi, parce que c'est encore une fois, c'est extrêmement important. Avant, on pensait que c'était plus important en politique que dans la vie de l'entreprise. Non, la vie de l'entreprise, c'est de la politique aussi. Oui. Et c'est bien de bien faire les choses, mais c'est encore mieux de le faire savoir. Oui, et c'est très pertinent ce que tu apportes comme perspective, parce que faire savoir, c'est un enjeu, et prendre la parole, avoir du personal branding, comme c'est le cas un peu sur LinkedIn, où maintenant, il faut se rendre visible pour être visible des recruteurs, des ATS, et vraiment se démarquer. J'ai beaucoup de clientes qui viennent me voir en me disant... on a du mal à prendre la parole, ou on a peur de prendre la parole parce qu'on a peur de jouer notre réputation. Et une femme joue davantage sa réputation qu'un homme. Est-ce que toi, tu as vu... Est-ce que tu as eu des exemples de réputation qui s'étaient jouées pour des femmes versus pour des hommes lorsqu'elles prenaient la parole? Ou est-ce que c'est un mythe ou une croyance qu'on a, une croyance limitante, qui est que notre réputation se joue à chaque fois lorsqu'on se met en visibilité? Alors j'ai animé la semaine dernière à l'INSP, donc l'ex-ENA, tout un séminaire d'une demi-journée pour des cadres dirigeantes du monde entier sur la question des réseaux, du networking. Oui. Mais donc aussi sur les réseaux sociaux. Et moi, en tant que RH, aujourd'hui, j'ai plutôt envie de dire, la réputation, elle peut être esquintée si on n'est pas visible. Parce qu'aujourd'hui, les RH, notamment pour des postes à responsabilité, la première chose que font les RH vont regarder qu'est-ce qui est visible. Donc si la personne, elle n'est pas visible, ça veut dire qu'elle n'a rien à faire valoir. Et souvent, les hommes, ils le font valoir malgré tout. Au moins, en général, leur profil LinkedIn, ils ont bien rempli les différentes cases. Mais si en plus, la femme, elle prend la parole un peu sur LinkedIn, sur des engagements, sur des réalisations, sur des expertises, ben là, elle se rend visible. Et entre un candidat qui n'a aucune visibilité sur les réseaux et quelqu'un qui a une visibilité sur les réseaux avec des choses intéressantes, avec une personnalité, avec une singularité, et ben moi je vais être plus attirée par la personne qui a cette identité-là. Il faut savoir aujourd'hui, le monde virtuel fait partie de la réalité. C'est plus juste du virtuel. Ça prolonge la réalité et ça prolonge quelque part aussi notre carrière. Et bien sûr, il faut faire très attention à la qualité de ce qu'on publie, mais c'est pas si en général, quand on est sur des postes à responsabilité, on produit tous les jours des contenus de qualité, et on peut un petit peu les partager, bien sûr, avec toutes les précautions sur le fait de ni blesser, ni accuser, ni déformer des choses, et en ne pas dévoilant, par exemple, des secrets professionnels de son entreprise, de son organisation. Je déconseille fortement aussi les prises de position
politique sur un réseau social comme LinkedIn, par exemple. Après, tout le monde a le droit d'être engagé, mais le lieu pour cela, c'est plus d'autres réseaux. Mais encore une fois, cette visibilité, je pense qu'il faut la porter. Et nous avons dans le public, justement, maintenant un programme d'accompagnement des femmes pour le numérique. Et d'ailleurs, j'en profite pour le dire, les candidatures sont ouvertes jusqu'à fin août. Donc, ça s'adresse à des gens qui sont déjà dans le numérique public, des fonctionnaires ou des non-fonctionnaires, donc des agents publics qui peuvent être sous forme de contrat, des agents publics, et où on accompagne les femmes qui sont déjà dans le numérique pour justement consolider leur position dans le numérique, pour les aider à aller plus loin dans le numérique public. Et une des facettes, une des dimensions sur lesquelles on les accompagne, c'est pas du tout technique, parce qu'elles sont déjà des bonnes professionnelles, c'est la confiance en soi. C'est pour ça qu'il y a des accompagnements de coaching collectif et individuel, et il y a la question aussi de la prise de parole. Donc comment on fait un bon pitch? Un pitch, c'est pas que pour les entrepreneurs, c'est pas juste pour lever des fonds. Un pitch, c'est aussi pour convaincre d'un projet ou pour convaincre d'un CV. Et cette prise de parole, ça s'entraîne, ça se travaille. Il y a des gens qui sont naturellement un peu plus doués, mais là, du coup, forcément, et c'est pas une question d'homme-femme. Tout le monde peut être déjà naturellement doué pour cela. Et en plus, même si on ne l'est pas, franchement, il y a des techniques très, très précises qui aident énormément. Et moi, j'ai vu encore une fois, dans le cadre de l'association, des entrepreneurs qui on a accompagné en une journée de faire un pitch et de faire un bon pitch. Et franchement, il y a eu un avant et un après qui était impressionnant. Oui, c'est sûr. Enfin, la capacité à pouvoir embarquer des personnes dans un projet ou une entreprise, elle est clé à développer, et ne serait-ce que même à activer son réseau, parce que tu parlais tout à l'heure de networking, c'est l'un des leviers qu'on pousse beaucoup chez Clever. Donc l'idée de pousser les femmes à faire du networking, c'est de les aider finalement à activer les bonnes personnes, parce que moi j'ai beaucoup de femmes qui viennent vers moi, elles ont des réseaux qui sont déjà très larges, parfois même 20 000 abonnés sur LinkedIn, mais elles n'arrivent pas à avoir d'opportunités professionnelles. Et je pense qu'il y a du fait de ne pas poser les bonnes questions, mais aussi de ne pas vouloir se mettre en posture basse à demander et à se sentir redevable. Comment on fait pour travailler sur ces enjeux de comment je demande, à qui je demande, et comment je peux entrer dans une relation transactionnelle, davantage de win-win qu'elle ne voit pas aujourd'hui, qui est possible avec le réseau? Déjà sur LinkedIn, effectivement, moi je crois que c'est important d'avoir en tête que LinkedIn, on dit que c'est un réseau social, mais ce n'est pas un réseau. LinkedIn, c'est juste un outil pour créer un réseau. Donc effectivement, on peut avoir 10 000, 20 000, 50 000 abonnés et ne pas être entendu et ne pas être vu. Et ne pas vraiment rentrer en contact. Mais si déjà on a des contacts de plus en plus qualifiés, et si on les nourrit un petit peu, et si on nourrit les interactions, là, c'est créer un réseau qui après peut se prolonger dans la vie réelle. Donc moi, mes recommandations, c'est les réseaux, c'est à un moment donné, c'est de l'échange en direct. On ne peut pas juste rester avec des abonnements et des publications. Les publications, je pense que c'est intéressant de montrer un peu qui on est. Et quand moi, à la rigueur, je suis DRH du numérique public, ça ne dit rien de moi. Ce qui dit beaucoup plus de moi, c'est justement mes engagements pour les femmes. Ce qui dit beaucoup plus de moi, c'est le fait que je plaide pour un leadership plus agile. Le titre des DRH du numérique public, il est interchangeable, et heureusement, ça c'est très important. Donc il ne suffit pas juste de dire quel métier je fais. Ça ne fait pas de nous, ça ne nous incarne pas quelque part. Mais c'est important, bien sûr, sur l'activité aussi. Mais c'est plus la façon dont je structure cette activité, ces missions qui sont les miennes, qui vont donner peut-être quelque chose d'intéressant aux autres, qui vont inspirer les autres, intéresser les autres, que le fait juste d'être sur un poste qui pourrait être intéressant ou pas, selon la manière dont on l'habite. Mais au-delà donc du fait de donner à voir et peut-être d'apporter de l'inspiration
ou des best practices. Et parfois aussi, j'échange aussi sur mes échecs. Hein. Je trouve que c'est aussi intéressant et apprenant pour moi comme pour les autres que les réussites. Et d'autant plus que c'est plus authentique et j'ai pas de souci avec ça. Je suis encore une fois humaine, sinon on pourrait me remplacer par une IA. Mais au-delà de ces publications pour lesquelles je crois que c'est important d'avoir une certaine régularité, et c'est pas seulement dans nos propres intérêts, parce que encore une fois, j'estime que c'est mon devoir aussi en tant qu'un rôle modèle parmi d'autres pour donner de la voix aux femmes. Et je pense que c'est dans l'intérêt aussi de mon employeur parce que j'incarne peut-être une nouvelle façon, une façon qui se structure encore dans l'État, dans le numérique public, sur le leadership, sur les nouvelles organisations. Donc ça crée aussi de l'attractivité employeur au sens de mon job principal. Hein. Mais derrière, il faut ne pas hésiter à aller solliciter les personnes tout simplement parce qu'ils ont des choses intéressantes à dire et ça peut commencer par des messages perso où on dit bah, j'ai beaucoup apprécié telle ou telle publication, ça m'intéresse davantage, ou effectivement essayer de voir si on fréquente aussi des événements professionnels, par exemple, avec ces mêmes personnes qu'on a identifiées sur LinkedIn, et dans ce cas-là, proposer un café. Moi, je suis de celles et ceux, parce qu'encore une fois, il y a beaucoup d'hommes maintenant aussi dans ces questions-là d'empowerment des femmes ou plus simplement des jeunes pour aider dans la carrière. Je suis de ceux qui accordent pratiquement tout le temps un rendez-vous quand on me demande de me rencontrer. Oh. Alors, je n'accorde pas des rendez-vous quand je vois que c'est purement commercial. Mais quand, notamment des jeunes, mais aussi des moins jeunes, me demandent est-ce que je peux échanger avec vous 1 heure pour avoir votre avis sur là où j'en suis, aussi sur le lancement d'un projet, ou notamment pour les jeunes sur la carrière, je trouve cette 1 heure. Alors, normalement, on ne l'a pas dans la semaine, hein, on l'a peut-être dans 2, peut-être dans 3 mois, mais je le prends ce temps-là. Je pense que ça fait partie aussi de mes missions à la fois professionnelles et de mes engagements aussi personnels, d'accorder ce temps-là aux autres pour aider à des parcours de se faire, même s'ils ne sont pas toujours totalement directement liés avec le secteur numérique public ou privé. Et c'est beau la manière dont tu incarnes ta fonction, c'est un 360 j'ai l'impression et qui continue même au-delà de ton rôle typiquement professionnel. Est-ce que tu penses que ton profil qui est international, où tu as une double nationalité, te permet d'avoir cette prise de distance finalement et ce regard qui va être assez pertinent sur ce qui se passe en France aujourd'hui, la législation et la manière dont est vécue la législation dans la réalité? Alors, finalement, je ne suis pas si internationale que ça. Je suis très à l'aise dans les environnements internationaux, mais parce que j'ai fait plusieurs langues. Hein. Moi aussi, on m'a toujours dit que j'étais douée pour les langues. Donc, moi, mes études, c'était les langues. Hein. Je n'ai pas fait des sciences. D'ailleurs, je suis arrivée en France pour faire des études d'arabe. Donc, c'est une logique qui m'était assez propre. Et... mais j'ai travaillé, oui, un petit peu en tout début de carrière. J'ai travaillé d'abord sur les RH à l'international, mais c'était en France, c'était à la Défense. Et après, j'étais consultante et on m'envoyait en mission, notamment en Allemagne, bien sûr, où j'étais considérée comme la consultante française, et en Grande-Bretagne, où j'étais considérée comme la consultante française aussi, parce que je commençais, et j'ai gardé, je pense, à avoir un accent français quand je parle l'anglais. Donc, je n'ai pas un accent allemand quand je parle l'anglais. Et après, j'ai eu des missions aussi à l'international quand j'ai commencé à travailler dans les ministères, dans les grands ministères en France. Et même après, j'ai fait un passage dans les collectivités territoriales, ce qui m'a d'ailleurs permis de toucher aux questions managériales, puisque dans les collectivités, on peut avoir des très grosses équipes. J'ai managé des équipes jusqu'à 1650 collaborateurs sous ma responsabilité. Là, c'était très, très franco-français, mais oui, j'ai beaucoup voyagé, j'ai beaucoup interagi avec d'autres cultures. Et encore aujourd'hui, ma maîtrise des langues étrangères, notamment de l'anglais, mais de l'allemand aussi, me permet, et quand même grâce aussi à des réseaux à des non-réseaux, mais à des plateformes de ressources
qui est LinkedIn. Hein. C'est la plus grande plateforme RH du monde et la principale, il n'y a pas d'équivalent. Hein. Donc grâce à LinkedIn, je m'informe aujourd'hui et je m'auto-forme énormément sur ce qui se passe dans d'autres pays. Et oui, et là je peux à la fois constater qu'on a plein d'atouts en France aussi pour les femmes. Encore une fois, en France, on est parmi un des pays du monde où les femmes sont le plus insérées dans le monde du travail. C'est presque un rêve pour les Allemandes. Hein. Les Allemandes restent beaucoup plus à la maison, quoique ça peut être en Allemagne aussi les hommes qui restent à la maison, mais il y a encore culturellement le truc de on ne peut pas confier son enfant, et c'est pas que l'absence des crèches, c'est aussi dans la tête des gens, confier son enfant à un tiers, c'est mal vu. Donc ce qui est bien vu, c'est que quand le papa ou quand la maman reste auprès de l'enfant. Et ça se fait de façon un peu plus égalitaire dans les pays scandinaves d'ailleurs, où très facilement, quand il y a des enfants, aussi bien les hommes et les femmes prennent des temps partiels. Et ça se passe de façon plus inégalitaire en Allemagne. Par contre, une fois qu'on a dit ça, quand une femme allemande, par exemple, elle est quand même dans le travail, en Allemagne, par exemple, dans le travail, on a moins la culture du présentéisme. Ouais. Donc, certes, ils sont pas aux 35 heures, mais ils font la 40 heures et ils font pas 50 heures, même quand ils sont des cadres. Et on peut avoir une belle carrière sans être tout le temps en burn-out. Il y a beaucoup moins de burn-out dans les pays du nord de l'Europe que dans les pays latins et notamment la France. La France, elle est championne du monde du burn-out et de plus en plus aussi de la souffrance au travail. Donc, ça pose des questions. Et ça, apparemment, c'est lié aussi à un système qui est extrêmement pyramidal, encore plus qu'ailleurs en France. Et j'attribue ça aussi un peu à une géographie ou en plus une architecture des organisations où on va avoir très très peu finalement, ou beaucoup moins, notamment qu'en Allemagne, il y a des entreprises de taille moyenne, des entreprises familiales, mais on va avoir énormément de multinationales, donc très très centralisées, ou alors des mini-structures, donc cette absence de la classe moyenne, y compris en termes d'entreprise, fait aussi qu'on n'a pas des modèles qui sont relativement distribués et ça se voit après aussi dans le management. Et donc, on va avoir des mini-entreprises qui, par contre, elles, sont plus créatives par ailleurs. Elles n'ont pas d'autre choix. Hein. C'est quand on a plus de start-up en France qu'en Allemagne, par exemple. J'attribue ça au fait que quand on veut assouvir un désir d'entreprendre et d'un peu plus de liberté, on est un peu obligé de quitter les grands groupes. Et comme il n'y a rien au milieu, on devient entrepreneur en France. Et donc cette contrainte, elle a créé beaucoup de créativité, beaucoup d'agilité dans ces mini-structures. Mais effectivement, c'est beaucoup plus difficile d'incrémenter les nouvelles approches qui sont notamment l'agilité, les approches plus transformatrices et plus innovantes dans les grandes technostructures qui sont encore très super rigides de par leur taille et qui ont du mal à s'organiser de façon plus distribuée avec des équipes autour d'équipes plus autonomes. Donc le leadership, il est plus challengé en France que dans d'autres pays, en tout cas des pays que moi je connais un petit peu mieux, comme l'Allemagne ou même oui, les pays anglo-saxons. Et comment on fait justement pour faire bouger ces mammouths, comme tu aimes les appeler, avec quelles seraient les 3 grandes règles pour faire avancer cette manière un peu centralisée de travailler et finalement de pouvoir pâtir de sa vie au travail? Alors moi, et c'est ce qu'on plaide aussi, c'est maintenant devenu un peu le fil rouge du numérique public, hein, où on plaide pour une approche que nous on appelle l'agilité à impact. Donc ça vient des approches agiles qu'on connaît des entreprises et notamment des entreprises innovantes. Ça a été structuré et éprouvé d'ailleurs dans des startups d'abord américaines, hein, les premières startups à grand succès américaines. Et donc c'est connu dans le monde aussi des incubateurs. Ça vient de la philosophie aussi des design thinking, qui est toujours la philosophie comment je me mets à la place de l'autre, comment j'embrasse la problématique de l'autre et comment j'oublie ma super idée pour juste regarder mais qu'est-ce qui peut être utile et aidant pour l'autre. Et c'est une approche finalement, j'ai dit noblement commerciale, parce que dans le public on ne va pas vendre quelque chose, mais on va essayer avec les moyens qui nous sont confiés de créer un maximum de bénéfices pour
pour les administrés, pour les citoyens, pour les bénéficiaires. Et finalement, quand on est à la tête d'une entreprise, c'est ça qu'on recherche aussi. Quelle valeur je peux créer pour quelqu'un qui serait digne que le client il paye un prix pour cela et donc il fasse l'effort de payer pour cela. Et donc dans les méthodes agiles, donc on va vraiment aller chercher directement sur les terrains le problème, donc on va chercher la personne qui on veut aider, on va essayer de comprendre quel problème elle a et on va oublier ce qu'on pouvait trouver utile de lui apporter. Donc déjà là, on sort de la casquette du leader décideur qui sait qu'est-ce qui est bon pour l'autre. Hein. On va vraiment vérifier qu'est-ce qui est bon pour l'autre et puis on va de façon très incrémentale tester à très très petite échelle, donc on n'est pas du tout dans la folie planificatrice, à très très petite échelle, des premières réponses. Et donc, on va itérer. Et avec ces cercles d'itération, on va faire ce qu'on appelle donc du test and learn. Et toujours, nous, ce qu'on prône, hein, toujours chercher l'impact. Donc, est-ce que ça a solutionné vraiment quelque chose pour lui? Est-ce que ça a facilité vraiment une démarche? Oui ou non? Et donc, si c'est oui, bah, tant mieux. Dans ce cas-là, je vais essayer de l'améliorer encore, de solidifier. Et si c'est non, bah, je vais ce qu'on appelle pivoter dans le monde de l'innovation. Donc, je vais chercher à côté, peut-être une autre solution pourrait apporter des retours plus satisfaisants. Et donc, c'est une forme finalement de co-construction avec les usagers, avec les bénéficiaires pour trouver quelque chose qui tienne à peu près la route. Et seulement après, je regarde comment je peux mettre ça à l'échelle avec les moyens de la technostructure. Et ça, c'est particulièrement déstabilisant pour le management et le leadership parce qu'on ne va plus avoir des cahiers des charges, alors que c'est hyper rassurant. On ne va plus avoir le reporting au sens rends-moi compte ce que tu as fait. Non, on va de temps en temps, l'équipe va rendre compte de ce qu'elle a obtenu, pas de ce qu'elle a fait. Donc on n'est plus sur une obligation ni de moyens, ni même de résultats, mais d'impact. Et ce n'est pas la même chose. Donc, ce n'est pas parce que j'ai fait une belle appli que j'ai fait mon taf, mais si cette belle appli, elle a aidé des gens, là, j'ai fait mon taf. Donc, ce n'est pas les mêmes choses qu'on va interroger. Et ça veut dire qu'on met aussi finalement le bénéficiaire, il va être davantage décideur de la continuité d'un projet que le chef, le big boss. Et donc... et puis il y a plein d'autres. Et puis ça veut dire aussi qu'on laisse des équipes en autonomie et ça interroge tous les rôles du manager du leadership. Et ce qui est intéressant pour revenir à la question des femmes là-dedans, je pense que les femmes culturellement, puisque je ne pense pas que ce soit naturel, c'est pas biologique, mais culturellement, on a une plus grande facilité à exceller dans ce leadership-là. Parce que ça ne nous dérange pas de laisser plus d'autonomie aux autres, de mettre les autres sous la lumière, de les laisser tester, d'accorder la confiance, d'être bienveillant là-dedans et d'être dans une posture de leadership qui n'est plus vraiment du lead, qui est vraiment en posture basse. Et donc là, j'encourage les femmes à peut-être se former un peu aux méthodes, parce que dans l'agilité, moi je dis c'est une approche M&M's, parce qu'il y a la méthode et le mindset, et il faut les deux. L'un et l'autre ne suffit pas. Donc je pense que les femmes ont déjà plus facilement le mindset. Apprenez les méthodes, ça s'apprend rapidement. Ce qui est plus difficile, c'est après la mise en œuvre. C'est jamais facile, mais ça peut être très très plaisant. Et le seul truc auquel il faut qu'elle fasse gaffe, et c'est ça, encore une fois, le boulot équilibriste des femmes qui nous poursuit y compris quand le monde sera parfait. C'est quand on est dans un leadership agile, c'est un leadership posture basse, mais il faut quand même qu'elles prennent aussi la parole et qu'elles se montrent. Donc il ne faut pas non plus s'effacer derrière les réussites que ce leadership a pu leur apporter ou a pu faire réaliser ou apporter aux équipes. Donc il faudrait jongler entre ces deux-là, être dans la posture basse tout en ne pas s'effaçant. C'est un exercice d'équilibriste, en effet. Oui, c'est ça. Mais oui, je vois très bien. Donc les femmes qui ont naturellement de l'empathie, elles seraient plus à même d'écouter ce nouveau process de consumer centricity. Finalement, on part du client, on part du consommateur pour inventer la solution. Et on part du terrain et des équipes de terrain, les gens qui sont en bas de l'échelle de l'organigramme. Et puis on avance ensemble et on itère. C'est ça. Alors on va passer à la séquence rapide du vrai ou faux. Je vais prendre mes anti-sèches pour l'exercice. Alors je vais te poser des questions rapides
Et tu peux me répondre par vrai ou faux, un mot ou une phrase. Si D'accord. Est-ce qu'un bon manager sait tout faire lui-même? Ah non! Ah non, ça sera, dans ce cas-là, il va faire du micromanagement et il est plus manager. Dans ce cas-là, il a besoin de personne. Après un burn-out, on ne retrouve jamais de poste à direction ou de leadership comme avant. Ah, je suis le parfait exemple que non, on le retrouve. Et un burn-out, c'est un super apprentissage. Non, c'est pas un super apprentissage, c'est un dur apprentissage de la vie. Mais je crois que malheureusement, les femmes seront encore plus susceptibles de faire des burn-out. Mais un burn-out, ça peut être une terrible crise qu'on peut tourner en opportunité. Et j'en suis le parfait exemple. Merci. On peut être légitime sans avoir coché toutes les cases d'une fiche de poste. Mais absolument. Et justement, parce on est légitime, parce on est apprenant. Et on peut jamais être légitime à 100%, puisque dans ce cas-là, on pourrait jamais faire quelque chose la première fois. Est-ce que les femmes sont trop émotives ou trop empathiques pour avoir des postes à haute responsabilité aujourd'hui? Je pense que c'est une qualité d'être émotive et empathique. Et toute une question de comment on gère ça et comment on en fait une force et comment on ne se laisse pas totalement, comment dire, submergé par l'émotion. Mais au fond, c'est une grande force. Est-ce que avoir une posture professionnelle nous oblige à ne pas montrer si on a de l'humour parce qu'on aura moins d'assises sur la partie management? J'ai lu récemment que l'humour est vraiment, et apparemment encore plus, l'humour noir est un signe de très grande intelligence et d'ailleurs même d'empathie, ce que je ne pensais pas de l'humour noir. Donc les personnes qui ont de l'humour noir seraient particulièrement empathiques. Et moi, je pense que sans l'humour et sans la joie aussi au travail, même quand c'est dur, même quand c'est sérieux, bon, on ne fera pas la moitié des choses. Donc, je plaide pour de faire des choses très sérieusement et sans jamais ou presque se prendre trop au sérieux. Je comprends, je suis totalement alignée. Alors maintenant, si on va explorer ta vision à 10 ans ou ta vision sur le futur du travail, quelles seraient les grandes appréhensions? Donc je sais que tu es optimiste de nature, mais si tu vois des appréhensions, quelles seraient-elles que tu as pu identifier? Alors moi, je crois qu'on est juste au tout début de nos surprises. Et donc, je vais à la fois te dire le positif et le négatif parce que je crois que ça va vraiment ensemble. Donc, je pense que jusqu'à maintenant, j'intervenais parfois dans des conférences, dans des keynotes ou même des workshops où on me disait, bah oui, mais on en a marre de tous ces changements. Ça, c'est jamais fini, ça change toujours. Et j'entendais ça et déjà il y a 10 ans. Moi, je crois que ça va encore plus qu'avant. Ne plus jamais s'arrêter, ça va aller de plus en plus vite. Je crois qu'on rentre là, avec l'IA notamment, c'est the révolution de la révolution et ça va bouger très 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 vite et c'est impossible de dire qu'est-ce que ça va donner. Donc je pense que ça va être un énorme tourbillon, ça va être le souk le plus total et en même temps je me dis mais c'est quand même incroyable qu'on puisse vivre ça, qu'on puisse devenir acteur dans cela, essayer de le façonner. Ça va peut-être totalement rejeter les dés aussi dans les distributions sociales et tout ça. C'est un monde plein de menaces, mais d'autant d'opportunités. Et donc, moi, je crois qu'il faut rester extrêmement optimiste, mais par contre, il faut vraiment se donner les moyens d'être acteur là-dedans. C'est pour ça aussi que c'est juste pas acceptable que les femmes ne soient pas en première ligne là-dessus aussi. Et donc ta vision la plus pessimiste, ta vision la plus optimiste du futur du travail? C'est que justement, on va s'en saisir de ces nouvelles opportunités, du fait que les paradigmes qu'on vit là encore aujourd'hui vont peut-être être totalement has-been déjà dans un an. Hein. Là, on nous annonce les IA de deuxième et troisième génération pour peut-être encore la fin de l'année. Hein. Donc, quand je pense que ChatGPT, la première fois que j'en ai entendu parler, c'était il y a 2 ans, je crois. Oui, 2023, oui, en plus, oui, il y a 2 ans.
Et maintenant, je ne sais pas, tout le monde l'a dans la poche. Et apparemment, on a fait une petite étude en interne de la fonction publique. Apparemment, et ça doit être pareil dans le privé, 75% des professionnels l'utilisent au quotidien dans leur travail, de façon totalement non officielle, hein, parce que pour l'instant, les organisations n'avaient même pas le temps de se dire comment on aborde ça, comment on utilise ça, comment on structure ça. Donc, c'est déjà en train de disrupter totalement notre quotidien professionnel et personnel. Et moi, personnellement, notamment toutes mes créations de contenu et tout ça sont effectivement dédoublées. Mes capacités sont multipliées, pas dédoublées, mais multipliées par ces possibilités qui nous sont offertes. Je fais très très attention à ce que ça me remplace jamais, ni dans la rédaction, ni dans la... Mais ça reste vraiment des outils d'assistance. Pour l'instant, je ne sais pas qu'est-ce qui va nous arriver, jusqu'à où moi aussi j'aurai le choix et la maîtrise. Mais c'est pour ça que je pense que c'est très important qu'on familiarise très vite davantage encore les femmes que les hommes avec ces nouveaux outils, avec leurs enjeux, avec les opportunités et les menaces. Et donc voilà, donc le pire scénario, ça serait effectivement qu'on passe complètement à côté de ce tsunami-là, dont se saisissent les grandes forces géostratégiques, hein, les US, la Chine, et sur lesquelles l'Europe globalement est déjà en retard, mais dans la population aussi, les femmes sont plus en retard que les hommes, et c'est pas de leur faute, et ça c'est injuste. Et donc il faut qu'elles y travaillent, qu'elles s'approprient ces capacités-là et ces leviers-là pour en mettre quelque chose qui joue avec selon nos valeurs et selon nos règles du jeu. Ah ouais. Merci beaucoup. Merci pour ce mot de la fin et cette vision que tu nous offres, à la fois très réaliste mais très positive. Donc, merci pour cet échange très riche aujourd'hui, Cordélia. Merci à toi, Jennifer, avec plaisir.